Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans Païmo Politique. Aujourd'hui, nous recevons un acteur majeur du comité du pilotage de l'audit du fichier électoral pour parler du rapport déposé par les experts. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'avant le travail, il y a eu des voix qui se sont élevées pour contester le processus de désignation de ces experts. Est-ce que le rapport confirme ces dénonciations ou dissipe les inquiétudes? Nous allons parler également des confessions religieuses. Quels sont les rapports pour les élections apaisées au Bénin en 2026? Et pour discuter cette actualité, nous avons avec nous le pasteur Michel Alokpo. Il est membre du COPI et en même temps secrétaire général du cadre de consultation des religions, des confessions religieuses. J'y arrive finalement. Monsieur Alokpo, bonjour. Bonjour, mon cher ami. Merci d'avoir cette invitation. C'est un plaisir d'être sur votre plateau ce matin. Vous êtes membre du comité du pilotage du fichier électoral. Les experts ont déposé leur rapport. Vous avez toute connaissance du rapport. Qu'est-ce qu'on peut retenir globalement de ce rapport qu'ils ont déposé? Je fais une petite observation avant d'aller au fond du débat. Les experts n'ont pas encore déposé le rapport. Ah, d'accord. Qu'est-ce que vous ont présenté la part derrière? Les experts ont fait une vraie présentation de leur rapport. Non seulement à la NIP, mais aux partis politiques impliqués, à la société civile. Ce rapport qui a été présenté, c'est un rapport qui a dissipé tout doute sur la démocratie béninoise. Ce rapport, présenté par nos experts, je dis à côté que je n'ai pas contester la qualité de ces experts. Ils ont été bons, transparents, indépendants dans leur travail. Ils ont fait un bon travail. Qui, au lieu de jeter du discrédit sur notre démocratie, ils ont lavé la honte. Lavé la honte parce que ils ont dit ce qu'ils ont vu. En peu de temps. On leur aurait donné un peu plus de temps qui pouvait aller un peu plus loin. Mais ce qu'ils ont vu n'est pas mal. Et ce rapport a blanchi la NIP. Ce rapport a blanchi la Sénat. C'est merveilleux de le constater parce qu'ils ont dit que c'est un rapport dynamique. Un rapport fiable. Et c'est le meilleur rapport qu'ils ont eu pendant qu'ils sont en train de faire des audits. C'est le meilleur rapport des pays de la sous-région. Ah oui. Donc, notre démocratie se porte bien. Et quant aux dénonciateurs, je pense que ils vont ravaler les vomissures. Parce que avant l'audit de ce rapport, nous avons entendu beaucoup de choses sur les antennes de la radio, de la télévision. Il y avait une crainte. Les gens doutaient de ce fichier électoral. C'était pas légitime, cette crainte-là. Les gens doutaient de ce fichier électoral. Je veux dire, il faut que les Béninois apprennent à avoir confiance à nos institutions. Parce que ce qu'ils avaient derrière la tête, ils n'ont pas eu. Mais c'est ensemble qu'on nous a applaudi le rapport déposé par les experts. Et je dis que si ce rapport n'a pas été déposé à l'heure où je vous parle, parce qu'on a tenu une réunion, nos copies la fois dernière, on pensait que notre ami Elias avait déjà reçu le rapport définitif des experts. Il a dit qu'il n'a reçu aucun rapport. Moi, ça m'a choqué. En même temps, ça me fait réfléchir au délai qu'on a imparti à ces experts. Quand est-ce qu'ils doivent déposer le rapport normalement? Ce n'est pas prévu. Dans le TDA initial que nous avons construit et envoyé au Conseil des ministres, il était prévu 30 jours pour auditer le fichier et 15 jours pour le permettre de finaliser le rapport avant de partir. Ils sont pas dans le délai. Et ils n'ont... En fait, le TDA a été revu à plusieurs reprises. De 45 jours, on est arrivé à 30 jours. De 30 jours, on est arrivé à 21 jours.
c'est normal que ces experts ne puissent pas déposer les rapports définitifs dans un délai imparti. Mais là où n'est pas le problème, ils ont donné leur décision. Quand vous allez au tribunal et que les juges doivent avoir une décision, dans leur motif, ils donnent la décision. Et c'est après que le juge va rédiger les attendus, les considérants pour justifier les raisons qui l'ont poussé à prendre telle décision. C'est seulement ça qu'on attend. Donc, la décision des experts ne peut pas changer. Ce qu'ils ont eu à dire à la presse, aux acteurs de la société civile et aux partis politiques, le fond ne peut pas changer. Les gens pensent qu'ils attendent encore le rapport. Il n'y a plus rien à entendre. Tout ce qui a été dit a été dit. Nous avons entendu un acteur politique majeur, Tchali Aïe, pour ne pas le nommer, dire qu'il y aurait encore plus de 300 000 morts dans le fichier électoral, d'après le rapport présenté par les experts. C'est lui qui l'a dit. La NIP, les experts ont blanchi la NIP. C'est pour vous dire que la NIP a anticipé sur l'audit. L'année, ça fait plusieurs mois que la NIP a commencé par nettoyer le fichier électoral par rapport au cas de décès. Ils ont présenté à ceux qui étaient cette séance de restitution. La NIP, probablement avant le début des élections, va nous dire combien de décès ils ont nettoyés sur le fichier électoral. Tout compte fait, aucun décès se trouvant sur la liste électorale, personne ne peut voter à leur place. Donc il appartient aux partis politiques de veiller à cela. Il appartient à la société civile de veiller à cela. Il appartient au chef du quartier, au chef du village, au maire, aux délégués et au chef d'arrondissement de veiller à cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'il n'était pas arrivé, le chiffre sera toujours intact, tel qu'ils l'ont vu. Mais il est arrivé à finir par dissiper les inquiétudes des partis de l'opposition surtout. Ben, s'il y a eu inquiétude, l'inquiétude qu'il y a eu, c'est qu'ils n'ont pas fait confiance au fichier électoral. Ils n'ont pas fait confiance à la NIP. S'ils avaient fait confiance à la NIP, ils n'auraient pas demandé une audit. Et je passe par là pour vous dire que c'est quelqu'un qui est derrière l'opposition, les démocrates. C'est quelqu'un qui a initié ce projet d'audit en 2022. Il se connaît. Il a dit à plusieurs reprises. Et cette personne l'a encore répété pour cet audit qui a été réalisé. La personne se connaît, il y a du copie. Donc, les démocrates se sont pliés à l'incitation de cette personne pour demander l'audit. Je ne dis pas que l'audit qui a été réalisé est une mauvaise chose. Elle s'est passée avec la règle de l'art. Les doutes ont été dissipés. Et je pense que ça participe à la paix pour les élections qui s'annoncent. Mais ce qui m'a écœuré, c'est que certains acteurs de la société civile se demandent encore que si ce fichier électoral qui a été blanchi pourrait encore conduire aux élections de 2026. Je trouve que... Oui, question légitime d'ailleurs, parce qu'on est à la veille des élections générales. Et je dis non, puisque la personne est membre du COPIL, il ne peut pas se oser à dire des choses comme ça. Et nous avons choisi des experts, ils ont choisi des experts, j'ai accompagné, et les experts qu'ils ont choisis ont dit il n'y a rien à reprocher à ce fichier, sauf quelques dysfonctionnements que tout le monde connaît. Tout le monde connaît les 7 dysfonctionnements qui se trouvent sur le fichier électoral. Je peux vous garantir que dans aucun pays du monde, il n'y a jamais eu des élections sans problème. Il n'y a jamais eu des élections sans des questions sur le fichier électoral. À Abidjan, le problème se pose. Et je pense que tout ira bien pour les élections qui s'annoncent en 2026. Est-ce que ce rapport, vous l'ayez, est-ce que vous avez présenté, est-ce que ça fait l'unanimité au sein du COPIL ou il y a des contestations? Non, je ne peux pas dire qu'il y a eu de contestations. On a validé ensemble ce rapport et devant les partis politiques et la société civile, on l'a validé. Sauf qu'il y a un individu qui a posé la question aux experts, je l'ai dit tantôt, est-ce que ce
fichier blanchi par les experts, ça peut encore nous conduire aux élections. Moi, ça m'a tiqué. Je ne sais pas là où il veut aller, mais je pense qu'il comprend, lui-même va comprendre sa question. Mais les experts n'ont pas répondu à la question. D'accord. On comprend bien que vos inquiétudes sur le processus ayant conduit à la désignation au recrutement des experts ont été aussi dissipées quand le résultat est fiable pour l'apprécier. Je l'ai dit, je l'ai répété, je n'ai pas de doute sur la qualité, justement, des experts. Le processus qui a conduit, je l'ai dénoncé en temps et je continue de le dénoncer puisqu'il a s'agi d'une shortlist qui est sortie qu'on a contesté en son temps. Et après, au cours d'une réunion tenue au COPI, la personne qui a sorti la shortlist a reconnu. Sérieusement? A reconnu devant le président du COPI, devant tout le monde, que c'est ensemble qu'on a décidé de produire une shortlist. Mais là, il a menti. Il a présenté la shortlist, mais personne ne s'est on ne s'est pas préoccupé de cette shortlist. Et moi, j'ai gardé la copie. Et c'est quand les résultats sont les résultats du recrutement des experts sortis que moi j'ai sorti la shortlist. J'ai dit, mais pourquoi la shortlist correspond exactement à la liste des experts que vous avez choisis? C'est une coïncidence sérieuse. En tout cas, c'est une coïncidence. Une coïncidence malheureuse ou heureuse, c'est au peuple d'apprécier. Et mais c'est à cette occasion qu'on m'a menacé en disant que, ah oui, si je vais dénoncer cela sur les antennes de la télévision, qu'ils ont enregistré un certain nombre de mes appels téléphoniques. Tout ça pour dire quoi? Pour me faire peur. Malgré ça, je suis allé dire ce que je dois dire sur recommandation de mon organisation qui est le cadre de concentration des confessions religieuses. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et ils se reconnaissent. Et quand ce monsieur qui a sorti la shortlist a, au cours de la réunion qu'on a tenue, répété la phrase que c'est ensemble qu'on a décidé de shortlist, le président s'est tué. Donc je crois que question de shortlist ne se pose plus. Ils l'ont réalisé pour choisir les experts qui sont sortis. Ça veut dire qu'il peut y avoir d'autres experts parmi les 32 candidats que nous avons sélectionnés qui feront les mêmes choses, qui donneront les mêmes résultats. Donc, ce n'est pas sur la qualité des experts que j'ai constaté, c'est la procédure qui a été biaisée. Je l'ai dit, je le répète. Je pense que il ne suffit pas de promouvoir la transparence, il faut la vivre. Il faut vivre la transparence. La bonne gouvernance, il faut la vivre. Il ne suffit pas de crier comme des philosophes sur les antennes de la radio, télévision, pour dire, voilà, on fait de la transparence, on fait de la bonne gouvernance. Il faut la vivre. Aujourd'hui, quel est le climat qui prévaut au sein du COPIL à la fin des travaux des experts? La calmie. Ben, pour moi, le travail est terminé. Pour moi, les résultats sont là. On attend d'être reçu par le chef de l'État. On attend de recevoir. Parce que j'ai signé un accord de confidentialité avec l'ANIP pour ne pas dévoiler les résultats personnels. Oui, exactement. Les rapports des experts. Je n'ai pas encore reçu copie. Et personne, aucun parti ne peut recevoir ce rapport sans nom. C'est au copie de recevoir d'abord le rapport, de le compiler et de le remettre au chef de l'État. Et ensuite, les partis politiques auront leur copie. Et voilà, sinon, c'est bon, on se salue, il n'y a pas de problème, on est des frères, on est des citoyens, on est des Béninois. On n'est pas des ennemis, on est des adversaires. C'est vrai, parce que moi, je défends la vérité, eux, ils défendent la transparence. Voilà ce qui nous divise. Vous avez le soutien des confessions religieuses que vous ont mandaté au sein du COPIL? À 200%. Nous organisons bientôt le séminaire des confessions religieuses, je viens en parler tout à l'heure. Ben, écoute, c'est sur recommandation des confessions religieuses que je suis allé intervenir chaque fois sur les antennes de la radio. Ah oui, c'est clair. Je ne fais rien sans demander la permission à mon organisation qui m'a positionné
au sein du COPIL. Et je veux dire une chose. Au Bénin, si on veut parler de quelqu'un qui est proche des démocrates, je ne vois pas parmi eux. Je suis le mieux placé proche de Boni Yahi, du parti Les Démocrates, que ceux qui sont en train de vociférer sur les antennes de la radio. Bien sûr, vous en savez quelque chose. Je suis plus proche de Yahi. Je rentre chez Yahi quand je veux. Eux, ils n'ont pas ce privilège. Peut-être que c'est la coalition de la partie d'opposition qui veut semer un peu de trouble. Il y en a qui sont allés sur une autre télévision pour me dénoncer. Je garde la sérénité parce que j'ai été l'un des personnalités qui a défendu Yahi Boni à la Crayette. Dans l'affaire de ICC Service. Ils étaient où? En 2007, à la Sénat, où j'étais porte-parole de la Sénat, c'est moi qui ai fait du parti FCBE. D'ailleurs, dans les élections de 2007, ils ont eu la majorité à l'Assemblée. Moi, Michel, le chef de l'État d'alors, Boni Yahi, m'appelle régulièrement pour me féliciter. Ah oui, j'ai sauvé les FCBE en ce temps. Pas la même procédure, ça pas la même méthode de dénonciation. Mais la présidente de la Cour constitutionnelle a décidé de me couper la tête. Il a informé le président Yahi. Au finish, la présidente de la Cour constitutionnelle a raison parce que celui que j'ai dénoncé est tombé bas. Parce que il a traficoté, il est allé faire des bulletins de vote au Burkina Faso. Et tous les membres de la Sénat se sont rangés de mon côté. C'était du passé, c'est plus possible aujourd'hui. Oui, mais pourquoi? Qui te dit que c'est plus possible? C'est pour te dire que ma méthode, je l'ai toujours gagnée. Mais beaucoup de gens me suivent sur les antennes de la radio, de la télévision. Mais si le président Talon devait m'inquiéter sur aux différentes dénonciations que j'ai eu à faire sur sa gouvernance, je suis passé ici. J'ai fait des dénonciations sur la gouvernance de Patrice Talon ici, sur plusieurs web TV. Mais je suis resté tranquille. Certains vous ont reproché le fait que vous n'avez pas soulevé les problèmes au sein du COPIL, mais vous êtes allé sur les médias dénoncer. Pourquoi n'avez-vous pas choisi la voie de dénonciation à l'interne? Demandez-leur de sortir les PV de réunion que nous avons tenus. Aucun PV n'a jamais été signé. Aucun PV n'a été validé au sein du COPIL. Oui, mais vous ne venez pas souvent aux réunions. Ah ben c'est ça, c'est bon. S'ils disent que je ne viens pas souvent aux réunions, ils n'ont qu'à sortir les listes de présence. Il y a une liste de présence. C'est toujours signer toutes les listes de présence, même là où on est, à Yara, il y a un cahier de présence. Je ne suis pas un agent permanent de l'État pour aller m'asseoir dans un bureau de FONAC. Et FONAC n'avait pas suffisamment de bureaux pour accueillir tout le monde. Juste la salle de conférence qui nous permettait de nous réunir. Peut-être pendant 2 heures, 3 heures de temps au FONAC. C'est quand nous avons eu notre bureau à Diarra que chacun a presque eu son bureau. Maintenant, ça fait 1 mois. Et on a fini. On a pouvoir rendre les clés de ce bureau et partir de cela. Ils disent qu'ils ont des preuves, mais ils n'ont jamais apporté les preuves de mon absence aux réunions. C'est là. Les listes de présence sont là. Le cahier de présence est là. Et c'est en cela que je vais demander au président de la République de faire une audit au COPIL. Ah bon? Pourquoi une audit? Mais quand vous prenez de l'argent de l'État, il faut une direction, on doit pouvoir auditer comment vous avez géré. Et comment ça a fonctionné? Comment ça a fonctionné? Vous soupçonnez des mauvaises gestions, des malversations financières? Je ne dis pas. Mais il est toujours dans l'histoire, enfin, dans la règle de l'art, que quand l'État met de l'argent à la disposition d'une entité privée, cette entité doit pouvoir faire le point. D'abord, le régisseur doit pouvoir faire un rapport financier qu'il doit envoyer à la Cour des comptes. L'État doit pouvoir auditer, comme on a audité le fichier électoral,
pour rendre clair ce qui s'est passé, parce que vous voyez, dénonciation sur dénonciation, on a menti. L'État doit auditer les diplômes de chaque membre, parce qu'on a douté de mon diplôme de capacité en droit. Et je vais profiter pour dire que je n'ai pas seulement un diplôme de capacité en droit, j'ai un master. J'ai eu les diplômes de licence en communication. J'ai eu beaucoup d'autres diplômes en leadership au Kenya, à Singapour, au Togo. J'ai eu plein de diplômes théologiques. Et donc, si on complète tout ça là, je suis quand même quelqu'un à respecter. Et qu'on se saisisse du fait que j'ai présenté un diplôme de capacité en droit, je rigole, ça me fait marrer. On va passer de ce sujet-là, nous allons passer à nos sujets. Nous sommes à la veille des élections générales et de l'élection présidentielle de 2026. En tant que confession religieuse, quelles sont les démarches que vous menez pour que les élections soient apaisées au Bénin? Voilà, nous avons été reçus par le chef d'État il y a quelques mois de cela, et nous avons soumis au chef d'État l'idée d'organiser un séminaire pour montrer le rôle des confessions religieuses pour des élections apaisées. Je peux vous dire que c'est depuis le temps du feu Mathieu Kérékou que cette initiative a été prise par le gouvernement de Mathieu Kérékou. On l'a pérennisé dans le temps. Le docteur Yaïboni nous a appuyés. Au moment où on devait réaliser l'EPI, le gouvernement nous a appuyés financièrement pour que nous réunions dans tous les départements pour sensibiliser la population, pour faire sortir la population pour aller se faire inscrire. Cette fois-ci, nous avons saisi le chef de l'État, Patrice Talon, qui a donné son accord pour la réalisation de ce séminaire. Nous sommes en train de mobiliser près de 400 participants issus de toutes les confessions religieuses du Bénin. C'est un événement national qui fera tache d'huile dans l'histoire de notre démocratie. Et nous avons choisi des communicateurs comme Dobia Amosouvi, le professeur, comme Dr Nassis Tometi, comme Ordena Datin pour parler du code électoral. On va débattre du code électoral avec lui. Et les confessions religieuses vont opiner, parce que les partis politiques sont pas pour certaines les articles contenus dans le code électoral qui posent des problèmes aujourd'hui, et nous allons faire des recommandations dans ce sens pour que nous puissions aller à des élections apaisées. Nous allons déployer des observateurs sur les 12 départements, comme on l'a vu au Congo démocratique, les élections qui a vu le président Tshisekedi élu président de la République. Nous voulons marquer dans l'histoire du Bénin toutes les confessions religieuses. Nous avons déjà commencé par recevoir la liste des participants. On en a beaucoup. Vous en avez les moyens? Dieu est au contrôle. Alors, pourquoi un séminaire? En tout cas, c'est que les séminaires, c'est telle peu de personnes qui se réunissent là, et puis après, l'information ne circule pas pour aller vers le bas peuple, ceux qui sont majoritaires. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, nous allons mettre en place des comités de suivi dans tous les départements. Et ce sont les membres de ce comité de suivi qui vont relayer les résolutions et recommandations de ce séminaire. Et ce sont ces membres du comité de suivi départementaux qui iront former d'autres personnes pour aller au bureau de vote pour faire la surveillance en tant qu'observateur au cours de ces élections qui s'annoncent un peu difficiles pour d'autres, un peu rassurants, surtout pour le chef de l'État, surtout pour les partis de la mouvance, mais l'opposition n'est pas encore rassurée du issue des élections. Moi-même, en temps, je n'étais pas rassuré du issue des élections. Est-ce que ça va nous conduire vers un chaos? Est-ce que si c'est la Cour constitutionnelle, si ça nous conduit à un chaos, si c'est la Cour constitutionnelle qui va régler, on se pose la question jusqu'où la Cour constitutionnelle ira. Est-ce que ça va apaiser la population de la décision de la Cour constitutionnelle? Mais la plus puissante arme que nous avons, c'est la prière. Donc nous allons, au cours de nos recommandations, peut-être décréter des jours de prière, de jeûne,
à l'endroit du peuple béninois, à l'endroit des affaires politiques, pour qu'il y ait des élections pacifiques. Il n'y a pas de violence. Je crois que cette fois-ci, je crois que Dieu sera au contrôle. Mais ce qui est à régler, pour qu'on ait des élections crédibles, transparentes, il faut le régler. Ça va pas, hein? Je veux dire au chef de l'État, je veux dire au parti de la mouvance, je veux dire à l'opposition qui s'entendent pour trouver un compromis, pour que les élections soient apaisées. Je ne dirais pas plus. Qui s'entend, qui se voit, pour se parler, pour trouver un compromis, pour régler les questions de droit, de loi, qui pourraient amener à des contestations, qui s'entendent pour régler cela avant les élections. L'opposition semble trancher, la mouvance ne veut pas qu'on touche au code électoral. L'opposition tient dur qu'on doit retoucher. Le délai est passé. Oui, 6 mois avant les élections. Le délai est passé. Il y a encore une autre possibilité. Si les partis ont eu consensus entre eux. Est-ce que vous y croyez? Moi, je crois en Dieu. Mais je ne crois pas aux hommes. Je ne crois pas aux hommes, je crois en Dieu. Je crois à la vérité. Je crois à ce qui est juste. Je crois que nous devons sauver notre démocratie. Les intérêts personnels devons laisser de côté. Et penser aux intérêts supérieurs de la nation. Vous avez rencontré le chef de l'État pour lui parler de votre séminaire. Est-ce que vous lui avez fait la proposition, parce qu'il est le patron de la mouvance, qu'on le veuille ou non, de parler à cette problème pour qu'on puisse retoucher le code électoral afin de sauter les verrous, en tout cas les dispositions que pourront nous induire dans la En ce temps, nous avions fait un plaidoyer pour la relecture du code électoral. Et c'est ce qui a fait que la communauté musulmane est sortie du cadre de concertation des professions religieuses. Ah oui? Et un membre influent du bureau exécutif de la communauté musulmane est venu me le dire. Que c'est parce que nous avons tenté de demander la relecture du code électoral que la communauté musulmane est sortie de notre groupe. Mais nous travaillons encore pour le construire. Est-ce que ce n'est pas des supplications? Non, parce que la lettre qu'ils nous ont envoyée pour dire qu'ils ce n'était pas clair. Ils se retirent pour des convenances religieuses, philosophiques. Ils n'ont pas dit directement que c'est à cause du code électoral, le fait qu'on a demandé la lecture du code électoral. Mais c'est un membre influent qui voulait organiser un événement à Boumé, qui est venu me demander la carte d'invitation, et pendant ce temps, il m'a été direct. Il a dit que c'est à cause du fait qu'on est allé sur la relecture du code électoral que la communauté musulmane s'est retirée. Il me l'a dit, on se connaît. Et puis, le chef d'État a promis de travailler dans l'avenir sur la réconciliation entre lui et l'église méthodiste également. Mais je peux vous dire que ceux qui viendront à ce séminaire, nous avons la communauté musulmane Ahmadiyya, nous avons tous les bords de confession religieuse évangélique, l'église de Banamé, les Chouris Séraphins, les orthodoxes. Nous avons un parterre de participants. Ça va impressionner. Ça se déroule à Cotonou? Cotonou. Salle de fête de Saint-Chabel, à côté de l'hôtel du lac. Donc, ça va faire boum dans le pays. Le Bénin va croire que les confessions religieuses sont dorénavant unies pour conduire notre pays, conduire les élections dans la paix. Et nous allons être reçus par l'archevêque de Cotonou le 20 prochain, et qui nous dira un peu sa perspective sur ce séminaire. Et je crois que, tout compte fait, nous allons exploiter quelques recommandations issues du colloque organisé par les catholiques en avril 2025. Et nous allons colmater les brèches. Nous voulons jouer un rôle de médiateur pour ces élections qui s'annoncent pourtant difficiles pour certains, mais compliquées pour d'autres. Mais Dieu connaît l'avenir de notre pays, le Bénin. Dieu a toujours aimé le Bénin. La démocratie béninoise va étonner le monde. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Monsieur Michel Lecourt, vous avez un dernier mot pour conclure? Un dernier mot.
je veux appeler les acteurs politiques, je vais appeler les partis de l'opposition à se calmer un peu, à croire à l'avenir de notre pays. Je vais appeler le docteur Boni Yahi, qui est le président Baptiste Talon, à affirmer le calmer de la paix. Ça a commencé. Au début, c'était difficile. C'est plus proche de Yahi Boni. Mais qu'un pas soit fait au cours de l'audience qu'il a accordée à la jeunesse béninoise, le chef d'État a dit beaucoup de choses. Coalition entre le candidat de la mouvance de l'opposition pour aller aux élections, mais il faudrait qu'il y ait la paix entre les deux hommes. S'il n'y a pas la paix entre les deux hommes, il n'y aura pas la paix entre les partis qui soutiennent ces deux hommes. Je voudrais appeler à la population surtout, parce que c'est la population qui va être gagnante dans ces élections, que la population sorte pour aller voter. Si la population ne sort pas pour aller voter, les 20% exigés dans le code électoral, personne, ni les démocrates, ni la mouvance, ne peut pas sortir avec les 20%. Le chef d'État, alors là, on s'est dit, c'est la population qui va orienter le vote. Et c'est pour ça que nous sommes prêts à aller sensibiliser la population à la base, pour leur dire d'aller surtout de ne pas compter sur les miettes qu'on leur donne 5 000 pour aller déposer le bulletin dans l'une. C'est 3 élections qui s'annoncent. Communales, législatives et présidentielles. C'est une première dans l'histoire de notre pays. Et je pense que nous devons veiller au grain. Et que les partis doivent se donner la main. Je ne dis pas que c'est impossible de revenir sur le code électoral, mais avec Dieu, tout est possible. Même sans le code électoral, nous aurons des élections transparentes, crédibles dans notre pays, paisibles. Donc, le meilleur gagne au cours de ces élections. Nous voulons que les confessions religieuses soient consolidées, parce que au travers de la peur peut venir. Mais si les confessions religieuses sont divisées, ça c'est un danger pour le pays. C'est tout ce que je voudrais dire comme mot de conclusion. Je rends grâce à Dieu pour l'humilité de notre cher ami Boni Yahi. C'est un homme humble. Mais notre président Patrice Talon, c'est un homme de rigueur. C'est grâce à sa rigueur que le pays a retrouvé ses valeurs démocratiques. Et les acquis de notre démocratie soient préservés pour que aux prochaines échéances électorales, le Bénin soit grandi davantage comme pays modèle en matière de démocratie. La liberté de presse, nous allons faire des recommandations là-dessus. Il y a beaucoup de web TV qui ont été supprimés, des télévisions chrétiennes qui ont été... Non, nous voulons qu'il y ait plus de liberté dans ce pays. Ça, moi, je ne suis pas d'accord. Nous voulons qu'il y ait plus de liberté dans ce pays, que laissons les gens parler. Le président, M. Mathieu Kelkou, a dit, si ça veut leur donner à manger, laissez-les dire ce qu'ils veulent dire. Non, je ne pense pas qu'il faut arrêter les gens parce qu'ils parlent contre le gouvernement. Je ne pense pas qu'il faut supprimer les web TV parce que ils passent à côté. Il faut revoir le code numérique a été revu, je n'ai pas la copie. Mais je pense que sur le plan de la liberté de presse, on a fait un petit recul. J'ose le dire, hein, je ne suis pas Talon, je ne suis pas Yahi Boni. Il y a un petit recul. Je dis petit, il n'y a pas des grands. Mais il faut que le chef d'État revoie la RAC avec vous savez, vous avez des représentants à la RAC. Le président de la RAC ne peut pas décider seul de supprimer telle web TV, telle radio. Si ceux qui composent la RAC ne donnent pas leur accord, bon, ça veut dire que vos collègues journalistes sont aussi responsables à ce qui arrive à leurs collègues aujourd'hui. C'est le seul moyen que les gens sont entrepreneurs. Je veux parler de Web TV de ma soeur, Pisse Roya. J'opine souvent sur cette Web TV. Je suis un peu malade. C'est dû un coup pour réhabiliter cette métier. Oui, mais ils n'ont qu'à aller vite. Ils n'ont qu'à aller vite pour que notre démocratie sorte
plus vigoureux, plus gagnant. Ils n'ont qu'à aller vite. Réhabiliter. J'ai un ami pasteur qui a une télévision auto, hein, sur la route de Godomé. Sa voiture a été supprimée. Je vais demander à la HAC de voir la position. Il faut avoir la crainte de Dieu. Tout ce qui concerne Dieu, il faut avoir la crainte de Dieu. Donc, ne pas toucher. Ne pas essayer de bloquer. Parce qu'on va prêcher l'évangile. Pour que l'homme béninois change, il faut prêcher l'évangile. Le seul moyen de prêcher l'évangile, ce n'est pas dans l'église. Il y a aussi les lois de la République qu'il faut respecter, comme il y a une télévision. Les lois de la République s'agissent dans d'autres pays. Parce que les gens ne sont pas câblés sur... ils n'ont pas reçu une autorisation de la HAC au Bénin, mais ils sont en collaboration avec l'international. Et ça, ce n'est pas seulement le Bénin qui fait ça. Au Congo, au Nigeria, ne parlons plus de Nigeria. Vous savez l'habitude de télévision qu'il y a au Nigeria, au Congo démocratique, à Abidjan, au Togo, mais la liberté d'expression, la liberté de presse, ça existe dans tous les pays. Moulon, sauvons notre pays, laissons la parole aux gens, laissons les gens dire ce qu'ils pensent. Au cours du séminaire, nous allons dire ce que nous pensons. Que ça arrange le gouvernement ou ça arrange l'opposition, nous allons dire ce que nous pensons. Vous allez dire ce que vous pensez, mais n'oubliez pas que la liberté d'expression rime avec aussi la responsabilité. Merci à vous, chers pasteurs, d'être venus sur ce plateau, partager avec nous vos impressions sur l'audit du fichier électoral et bien sûr nous parler du séminaire que vous organisez très bientôt pour des élections appréciées dans ce pays. Merci à vous aussi de nous avoir suivis et à très bientôt.